Latte. Passionnante histoire aujourd'hui. L'histoire d'un garçon né d'une PMA, c'est-à-dire d'un don de sperme dans les années 80, et qui, à partir de l'âge de 7-8 ans, n'a qu'une obsession, retrouver son géniteur, qui est protégé par l'anonymat du don. Et il y arrive, en utilisant les failles ouvertes aujourd'hui par Internet. Ce garçon s'appelle Arthur Kermalvezen, et il raconte toute son histoire dans un livre, Le Fils, qui paraît aux éditions L'Iconoclaste. Beaucoup de questions évidemment à vous poser après avoir raconté votre histoire, que j'ai écrite avec Christophe Dumazer, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire, forcément, commence au moment où Henri, le père, rencontre Inès, la mère. Grande famille, tous les deux, lui, grande famille de Bretagne, elle, idem, avec château près de Compiègne, catholique, bien sûr. Ils se rencontrent dans un rallye, dans les années 70, chez Inès. Un rallye, c'est une boum, mais version Aristo. Et dans les rallyes, la règle, c'est qu'il faut toujours inviter la maîtresse de maison à danser. Et donc Henri invite Inès et ses yeux noisettes. Et voilà, Henri et Inès se marient en 1976. Et dans ce monde-là, à cette époque-là, on se marie et on fait des enfants. 2 ans plus tard, Inès n'est toujours pas enceinte. Et c'est elle qui consulte la première. Eh bien écoutez, tout est normal, madame. Hein. Vous n'êtes pas stérile. Vous devez pouvoir avoir des enfants. En revanche, il faudrait voir du côté de votre mari. Henri, à son tour, se soumet à plusieurs tests, et le verdict tombe sous la forme d'un courrier. Il n'y a pas d'explication à l'absence de spermatozoïdes constatée dans vos analyses, et malheureusement, nous ne pouvons apporter un traitement efficace dans un cas de ce genre. Il vaut mieux s'orienter vers une autre solution. Il est resté longtemps, Henri, avec cette lettre entre les mains. Et il a pleuré, beaucoup pleuré. Et Inès, qui ne pouvait pas imaginer ne pas avoir d'enfant, a dit « On fera autrement ». Autrement comment ? Eh bien la PMA, la procréation médicalement assistée, un don de sperme. On est au tout début des années 80, la banque du sperme existe depuis 1973. Elle est installée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et elle est basée sur le don gratuit et anonyme. Le donneur doit avoir déjà des enfants et pour sauver les apparences, on pratique à l'époque ce qu'on appelle l'appariement. C'est-à-dire que si le père stérile est blond aux yeux bleus, eh bien on choisit un donneur blond aux yeux bleus. Pas vu, pas pris. Inès s'achète un thermos et elle va chercher elle-même le sperme du donneur à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. C'est comme ça que ça se fait à l'époque. Et après, avec son thermos, elle court chez sa gynécologue dans le 15e arrondissement de Paris pour se faire inséminer. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que naît Gaël en mars 1981. Il est content, Henri. Il est gaga. Tellement content qu'il écrit une lettre au fondateur de la banque du sperme. Je monte un peu plus vite les escaliers le soir pour retrouver Gaël et ma femme. Point. Cette joie, je vous la dois, virgule. Nous vous la devons, point. À présent, tous les faux problèmes qui se posaient à moi, virgule, ont totalement disparu. Deux ans plus tard, en 1983, arrive Arthur. Celui-là, Henri a mis un peu plus de temps à l'apprivoiser. Il n'a pas eu la tendresse spontanée. Et du coup, c'est bizarre, hein, il n'est pas allé tout de suite à l'état civil pour déclarer sa naissance. Il a fallu qu'Inès lui dise « Si tu n'y vas pas, hein, cet enfant sera pupille d'État. » Et puis, encore 6 ans plus tard,
arrive Joséphine. À ce moment-là, Arthur a, 6 ans. Et pendant la grossesse, il a entendu sa mère se pencher sur son ventre et dire au bébé qui allait arriver. « Tu vois, toi aussi c'est grâce au monsieur gentil et à sa petite graine que tu es là. On t'attend. On pense à toi. » Inès, la mère, est imprégnée des enseignements de Françoise Dolto. Et elle a décidé de ne pas écouter les règles non écrites des médecins. Garder le silence. Non. Elle a décidé de dire les choses à ses enfants. On ne fonde pas une famille sur un mensonge. Et donc, il n'y a pas un jour une révélation, non. Elle raconte une histoire, pendant des années. Un monsieur généreux qui a donné sa petite graine pour que la famille se constitue. Elle dit la vérité à ses enfants. Pas au reste de la famille, mais à ses enfants, oui, en leur disant « Ne le répétez pas, gardez ça pour vous. » Ça pèse lourd, un secret comme ça. Gaëlle, l'aînée, comprend vite qu'elle ne connaîtra pas ce monsieur généreux. Que c'est comme ça, qu'il faut vivre avec. Alors qu'Arthur, lui, le soir, seul dans sa chambre, il se met à genoux et il prie. Pas Dieu, Il invoque son donneur. Il lui propose un troc. Si je pouvais te retrouver, je m'engage à faire le bien. Ce qui le trouble, il ne ressemble pas à son père. Il n'a pas son grand nez, ni ses mains. Il n'est pas la chair de sa chair. Ça se voit. Et lui, il veut lui ressembler à son père. Comme il veut d'ailleurs danser comme Michael Jackson. Il a des posters partout dans sa chambre, toute la panoplie. Les mocassins, les mitaines, une perruque, un chapeau. Il veut le mimer à la perfection. Et avec la même passion, il se met à imiter son père. Il se promène comme ça, les bras le long du corps, les jambes un peu arquées, et il dit à sa mère « C'est qui ?»« C'est un cow-boy. »« Mais non, c'est papa !» Adolescent, Arthur passe de longs moments devant la glace. D'où lui vient cet épi indomptable dressé sur son crâne? D'où viennent ces fossettes qu'il est le seul à avoir? À qui doit-il de loucher légèrement? À qui? Ce qui vient de sa mère, il le devine. Mais d'où vient le reste? Alors il pose des questions. Pourquoi vous parlez d'un monsieur généreux? Il s'est juste masturbé, c'est tout. Pourquoi il a fait ça? Et puis, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Ses parents achoppent sur les réponses. Ils ne les ont pas. À 15 ans, Arthur envoie des signaux qu'il souffre. Il ne fait plus rien au collège. Et il se met à fumer du shit, de plus en plus. Je saurai jamais qui je suis si je sais pas d'où je viens. Mais enfin, Arthur, tu as un père, que vas-tu chercher? Mais en vérité, Arthur ne cherche pas un père, il en a un. Il veut juste savoir qui est cet inconnu à qui il doit la vie. Rien de plus, rien de moins. Dans la maison, on surnomme Arthur le trouveur, quand quelqu'un a perdu ses clés ou un livre. « Arthur, tu viens m'aider à chercher le livre ?» Du coup, il pense qu'il trouvera son donneur. Il le voit partout, dans le métro, il scanne les passagers. Dans les fêtes, il toise les invités. Et quand il voit un homme brun autour de la quarantaine, quand en plus il lui ressemble un peu, un tout petit peu, il se projette. Et les pères de ses petites amies, c'est pareil, Du coup, c'est pas simple.
Parce que s'il tombe amoureux, est-ce qu'il ne va pas se remettre? Arthur, tu ne viens pas de n'importe quelle famille. Dans notre famille, on respecte 3 valeurs. L'honnêteté, le courage et la volonté. Le père, ce jour-là, ne s'est pas approché. Il y a toujours une distance physique entre eux. Arthur a fait l'indifférence. Son père a fait acte d'autorité. C'est bien son géniteur psychique. Un an plus tard, à 18 ans, Arthur pousse la porte de l'hôpital Cochin, qui abrite un CECOS, un centre de conservation du sperme. Il cherche une trace du passage de ses parents dans le circuit. Et on l'envoie bouler, bien sûr. Il y retourne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bonjour. Bon, c'est bon, j'ai réfléchi. Je suis prêt à rencontrer mon donneur. Je voudrais au moins savoir si mon donneur est vivant ou mort. Et à un moment, il décide de dire son histoire publiquement. Sa mère tente de défendre son droit à l'intimité. « Enfin Arthur, c'est une affaire privée, ça ne regarde pas les autres. » Arthur lui répond « Protégez-vous, hein, parce que ça va faire mal. » Et à l'été 2006, Arthur a 23 ans, il fait la connaissance d'un journaliste du Parisien. Et un premier article paraît. Arthur, né d'un don de sperme, veut connaître son géniteur. Avec une photo plein pot. Le secret est levé. Et dans la foulée, Arthur rejoint une association qui se bat pour l'accès aux origines, dont il devient porte-parole. Et là, il y a une jolie histoire dans l'histoire. Au sein de l'association, Arthur rencontre Audrey, née comme lui d'un don de sperme, avocate à Lyon. Ils partagent le même combat. Et ça se termine par un mariage, à l'été 2013. Et le jour du mariage, dans le jardin, ils installent face à face leurs 2 arbres généalogiques, en laissant tous les 2 la place pour une branche vierge, celle de leur donneur. Et bien sûr, ils veulent des enfants. Audrey fait 2 fausses couches. Et Arthur, à ce moment-là, comprend ce que c'est de ne pas arriver à concevoir. Il éprouve dans sa chair ce qu'a vécu son père. Et quand Audrey retombe enceinte, revient cette hantise de la consanguinité. Et s'ils avaient tous les 2 le même donneur. Elle est avocate. Elle intente une procédure pour qu'on vérifie. Réponse du tribunal, impossible. Tant pis. À l'hôpital où Audrey doit accoucher, on leur fait passer un test pour savoir s'ils sont porteurs tous les 2 de maladies héréditaires. Et le médecin accepte de chercher s'ils ont le même géniteur. Ouf! Ce sont 2 hommes différents. Et ainsi naissent d'abord Esteban, et 1 an et demi après, Siméon. Le déclic, la suite de cette histoire, se joue quelque temps plus tard, quand Arthur et Audrey, et une dizaine d'autres, tous issus de la même génération de bébés nés à l'aide de la science, décident de faire un test ADN. Pas en France, c'est interdit. Mais avec Internet, il n'y a plus de frontières. Ça se passe un samedi matin de septembre 2017. Arthur, Audrey et une dizaine de jeunes adultes comme eux ont commandé sur le site américain 23andMe des kits de prélèvement ADN. Des petits tubes en plastique dans lesquels c'est tout simple, hein, il suffit de cracher. C'est écrit sur la notice, il faut un minimum de 5 millilitres de salive sans écume. Arthur est à moitié à l'aise avec la démarche. Il aurait préféré une voie légale. Sauf qu'en France, la loi a dit « L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. » Ce qu'ils font ce matin-là est donc interdit et puni d'une amende de 3 750 €. Le site américain 23andMe, en Californie,
promet de découvrir ce que votre ADN dit de vous et de votre famille. Ça coûte 99 $, 69 € en promo. 26 millions d'êtres humains ont fait ce test, dont des centaines de milliers de Français. Et tout ça constitue une incroyable base de données. Arthur et les autres postent une grosse enveloppe avec leur tube. Résultat dans 6 à 8 semaines. Les résultats tombent par Internet. Audrey et Arthur s'installent côte à côte. Ils cliquent sur le lien. Arthur commence par découvrir qu'il est à 43% French German, français allemand, à 21,3% British Irish, britannique irlandais, à 12% Iberian, espagnol, et à 3,6% Italian, italien. Mais la plateforme propose aussi d'aller voir ces DNA relatives, les gens proches sur le plan génétique qui ont fait le même test, sur le même site 23andMe. Et là, Arthur tombe sur un nom, Laura S., qui partage avec lui 6,28% de son patrimoine génétique. Laura S. serait sa cousine au premier degré. Audrey tape alors le nom de cette femme sur Facebook et sur LinkedIn. Regarde, elle a 41 ans, elle vit à Londres et elle étudie la réflexologie. Ah, c'est dingue. Il y a une petite ressemblance, tu trouves pas? Arthur décide de lui écrire. Il est 22h56. Bonjour. Parlez-vous français? Avez-vous fait un test sur 23andMe? Bien à vous, Arthur. À 22h57, une minute plus tard, Laura répond. Oui, je parle français. J'ai effectivement fait un test. Pourquoi? Nous sommes apparemment cousins au premier degré. Ah, trop drôle. Donne-moi plus de détails peut-être. En fait, je cherche mon géniteur, qui a priori fait partie de votre famille. Comment est-ce qu'elle va accueillir ça? Arthur attend rivé à l'écran. Laura lui envoie son numéro de téléphone. En vérité, je suis française, mais je vis à Londres. Alors, je comprends tout à fait votre démarche, Arthur. Je suis moi-même révolté par l'anonymat. Je vais vous aider. Le lendemain, Laura reprend contact. Oh, j'en ai pas dormi de la nuit, Arthur. Alors j'ai demandé à mon père s'il n'a pas été donneur de sperme. C'est pas lui, il me l'a promis. Et Laura lui envoie son arbre généalogique. Et Arthur identifie le frère du grand-père maternel de Laura, né en 1944. Au niveau des dates, ça colle. Il avait moins de 40 ans au moment de sa naissance. Il s'appelle Gérard. Gérard L. Mais Laura n'a pas de photo. Et donc Arthur tape son nom sur Google. Et en passant par Facebook, puis copains d'avant, puis les pages blanches, il identifie 49 Gérard qui portent le nom de famille de l'ancêtre de Laura. Mais Laura lui donne une autre info. Je sais que mes grands-parents habitaient du côté de Dijon. Mais Arthur ne trouve pas sur les pages blanches de Gérard L, ni dans Lyon, ni en Côte d'Or, ni dans la Nièvre, ni en Saône-et-Loire. Alors il se dit, il doit être sur liste rouge. Et là, il débusque un site anglais, Newber, qui ne respecte pas la confidentialité des numéros de téléphone. Il tape le nom de Gérard L, et il en trouve 3, dont un qui vit en Seine-et-Marne, département voisin de Lyon. Il clique, il tombe sur son adresse, sur une photo de sa rue, et sur son numéro de téléphone. Sur Street View, il va voir sa maison. Il zoome sur l'image, la maison est crépie. Il y a du bitume, il y a un mur. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va sur place. Il gare sa voiture à l'entrée du village et il va devant la maison. Il grimpe sur une poubelle. Il regarde derrière la palissade. Et à ce moment-là, arrive une Volvo bleue, conduite par un vieil homme aux sourcils broussailleux. C'est lui. Ça ne peut être que lui. Arthur rentre à Paris. Il n'arrive plus à se concentrer sur rien. Il est agité, suractif, à cran.
3 semaines plus tard, il y retourne, seul. Dans la maison, la lumière est allumée. Et il voit une main ouvrir une fenêtre et tirer un volet. Arthur a repéré un gîte à 2 maisons de chez cet homme. Il y va pour un week-end avec femme et enfants. Avec ses parents, Henri et Inès, et avec Audrey, il lui a écrit une lettre qu'il a imprimée en 5 exemplaires. Il a les enveloppes dans sa poche, contre sa poitrine. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 34 ans. Depuis toujours, je sais que j'ai été conçu grâce à la contribution d'un donneur de sperme. A priori, selon le test génétique que je viens de réaliser, vous seriez cette personne. Je souhaiterais échanger avec vous par téléphone. Vous l'avez compris, j'ai déjà un père. Je n'en cherche pas un autre. J'espère du plus profond de mon cœur que vous serez sensible à ma demande et que vous prendrez contact avec moi. Et Arthur précise dans sa lettre qu'il ne fait pas ça pour l'héritage. Mais maintenant, comment lui transmettre cette lettre? Le soir même, il en parle au propriétaire du gîte, ses voisins. Oh, vous savez, nous on le connaît pas bien, ce voisin. On est arrivé récemment et puis c'est un homme taiseux, assez taciturne. En revanche, je connais un couple avec qui il est lié. Si vous voulez, je vous les fais rencontrer. Ils y vont le soir même, Arthur avec sa lettre dans sa poche, et le couple accepte la mission. Vous pouvez lire la lettre, hein. Vous verrez, hein, je ne cherche pas à rentrer dans sa vie. Hein. Je ne suis pas son fils. Il n'est pas question d'argent. Le matin de Noël, le téléphone sonne. Allô? Qui est à l'appareil? Ça serait bien que tu me trouves quand même. Surtout vu le temps que tu as passé à me chercher. S'il y a quelqu'un dont j'aimerais recevoir un appel, c'est Gérard. C'est moi. Tu m'as retrouvé. J'aimerais bien savoir comment t'as fait. Puisque c'est Noël, Arthur va le dire tout de suite à son père. Il est heureux, le père. Il est heureux pour son fils, même s'il n'a pas vraiment compris pourquoi il en a tant besoin. Arthur se sent bien. Il se sent bien. Arthur lui envoie un texto. Pouvez-vous m'envoyer une photo? J'ai peur que tu sois déçu. Ce qui est pire, c'est de ne rien avoir. Il lui envoie 3 photos. Il a un très joli sourire. Et le grain de peau, le regard, le front. Ils se ressemblent. Il rappelle quelques jours après. Ça dure 3 quarts d'heure. Il dit... Quel va être mon rôle, Arthur, au sein de votre petite famille? Votre rôle? Bah, j'en sais rien. En tout cas, tu m'appelleras Gérard. Et tu me diras tu. Et moi, je t'appellerai mon bébé. Mais tu demanderas à papa et maman si ça les dérange pas, hein. Moi, je voudrais que vous soyez un partenaire de notre famille. Quelqu'un de présent. Quelqu'un qu'on peut inviter à un repas. Après, ce que mes parents voudront vous rencontrer, ça je l'ignore. Gérard explique qu'il n'a pas encore prévenu sa femme, 29 ans de mariage, qu'il lui dira les choses la semaine prochaine. Et avant de raccrocher... Dis, tu feras des analyses de sang, hein. Je suis porteur d'une maladie génétique, ça peut entraîner des phlébites, des hémorragies, des thromboses, des trucs comme ça. Ils ont convenu de s'appeler tous les samedis à 10h. Et c'est comme ça qu'Arthur a la réponse à la question qui le taraude. Pourquoi? Pourquoi a-t-il donné son sperme? Oh, écoute, j'étais donneur de sang. Et puis un jour, dans une cérémonie de remise de médaille, le professeur Schwarzenberg nous a encouragé à donner aussi notre semence. Il nous a dit, vous sauvez des vies. Pourquoi ne pas en créer? Et un jour de mars 2018, il se voit chez Gérard. Tiens, il est plus petit que je l'imaginais. Il est simple, hein, cordial. Ils font un selfie. Écoute, personne ne m'a jamais posé autant de questions que toi.
Pas même mes 2 fils. T'as le droit de savoir qui sont tes ancêtres. Gérard a préparé une mallette avec des photos, des documents d'état civil, des photos de classe. Tiens, tu vois là, c'est ma mère, Raymonde. Et là, regarde, tiens, ça c'est mon père, Marcel. Il était plutôt pas mal, hein? C'était un casse-cou, un résistant communiste. Ah, c'est drôle. On m'a toujours désigné comme un casse-cou. Tiens, là, c'est moi, à 12 ans. Oh, c'est incroyable. Ils se ressemblent. Au moment de prendre la route, Gérard lui donne la mallette. L'histoire de sa vie. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà, je n'ai pas tout raconté de ce livre qui s'appelle Le Fils, qui paraît donc aux éditions de l'Iconoclaste et qui est signé Arthur Kermalvezen, qui est là avec moi et qui raconte donc dans ce livre son histoire. Il faut donc raconter ce qui se passe après, ce qui s'est passé depuis d'ailleurs, cette première rencontre. Finalement, il posait cette question, quelle place est-ce que je vais trouver dans votre famille? Quelle place a-t-il trouvé? Eh bien, il a trouvé des questions. C'est-à-dire que, en fait, on réfléchit ensemble à la place qu'il faut inventer. Donc, je lui ai répondu qu'il fallait être créatif. C'est inventer quelque chose qui n'existe pas. Oui, voilà, il y a quelque chose qui n'existe pas. En revanche, dans ma tête, il y a toujours eu un père, une mère et un géniteur, puisque j'ai toujours su comment j'avais été conçu. Est-ce que c'est si clair que ça? Et d'ailleurs, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai compris le jour où je l'avais rencontré que c'était la première fois que Gérard était vraiment devenu donneur. C'est la première fois qu'il était face à la conséquence directe de son don. Oui, lui n'avait pas vu les conséquences. Eh ben non. Pour lui, c'était du sperme. Exactement. Mais le jour où j'ai retrouvé mon donneur, c'est mon père qui est redevenu encore plus mon père. Et ma famille est devenue la famille qu'elle avait en fait toujours été. Et c'est ça qui était assez intéressant pour tout le monde. Parce que tout le monde a été chamboulé quand même par ça. Finalement, vos parents n'ont pas voulu le voir, pour l'instant. Moi, je suis assez pudique avec eux. C'est tant que eux ne formulent pas une demande positive qui vienne d'eux-mêmes, je ne leur dis pas alors quand est-ce qu'on va se faire un barbecue avec Gérard. Ouais. Mais la porte n'est pas fermée, quoi. Mais la porte n'est pas fermée. Je sais qu'ils y réfléchissent. Ce que j'apprécie chez mes parents, c'est qu'ils prennent toujours le temps dans leur réflexion. Ils ont vu une photo. Ça n'a pas été facile, c'était pas gagné non plus, ça. Mais ils ont consenti, votre mère a vu la photo de Gérard. Oui, faut dire que Gérard est sur Facebook. Ouais. Alors si vous voulez voir sa photo, pour vous aussi c'est possible. Mais pour votre mère, c'était peut-être moins simple. Mais on lui a pas mis de flingue sur la tempe, elle n'est pas obligée d'aller sur Facebook. Vous vous êtes posé, j'ai trouvé ça intéressant, lors de la dernière fête des pères, la question de est-ce que je l'appelle ou pas. Ce qui quand même semble indiquer que, comment dire, cette place n'est pas si claire que ça. Et vous avez dit non, et puis après vous avez dit je vais l'appeler demain, le lendemain de la fête des pères, pour marquer que ça n'est pas la fête des pères, mais que quand même. Et puis finalement vous n'avez rien fait. C'est ça, hein? Je me suis retrouvé face à un dilemme assez compliqué. Pourquoi ? Parce que le donneur remplit, qu'on le veuille ou pas, une fonction paternelle de reproduction. J'ai hérité, moi, de quelque chose que normalement un papa donne, Oui. ou qu'un homme donne à une femme pour que cette femme puisse devenir maman et lui-même, soit pour lui-même qu'il devienne père, soit pour qu'un autre homme puisse devenir père. Et donc c'est vrai que, vu j'avais pas de point de comparaison, je savais pas comment faire. En fait, comme je sais qu'en face, Gérard a aussi il a des enfants. assez demandeur. Alors, Mais il est enfant, demandeur, on sent qu'il est demandeur. Mais Quand il vous appelle mon bébé, il y a un truc qui est pas clair, on en a souri tout à l'heure quand l'histoire a été diffusée, vous l'avez écouté, je vous ai vu sourire. C'est vrai que c'est un passage un peu gênant, il va au-delà du rôle du géniteur quand il vous appelle mon bébé. Oui, et en fait, on est face exactement à ce que je cherchais, c'est-à-dire la dimension humaine du donneur. C'est-à-dire que le donneur n'est pas le stéréotype, l'espèce de clone social qu'on nous dépeint en nous disant c'est un monsieur généreux qui n'a rien demandé, n'allez pas l'embêter. En fait, par rapport à son histoire, moi quand je l'ai rencontré, par exemple, il m'a confié une mission. Il m'a dit, tu sais, avec mes loulous, on se parle plus depuis très longtemps. Voilà, il est fâché avec ses deux fils. Voilà, enfin en tout cas, il y a une rupture de communication. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu m'aides avec la courroie de transmission et de faire en sorte qu'on arrive à se rabibocher. Et donc, moi, j'ai essayé à mon petit niveau d'apporter ça. Et quand j'en ai parlé à mon père, de cette mission que me donnait Gérard, j'ai vu que mon père était très ému, parce qu'il me dit, c'est extraordinaire, c'est un homme qui aide un couple qui n'arrivait pas à devenir parent. Il nous a permis de devenir parents, on t'élève, et le jour où on t'a tout donné, nous, en tant que parents,
il te demande de recevoir ce que lui-même avait cherché à nous donner. Enfin, c'est vraiment superbe. C'est vrai que c'est touchant et émouvant. La vie est complexe. Au fond, comme si le bonheur n'était garanti ni quand vos parents sont vos vrais parents, ni quand vos parents ne sont pas forcément vos géniteurs. C'est-à-dire que rien n'est acquis. Tout se gagne. Rien n'est acquis, tout se gagne. Et puis en même temps, je trouve que les histoires se répondent. Ma mère est psychanalyste et je suis très sensible, moi, à tout ce qui est de l'ordre de la transmission psychogénéalogique. Et quand on entend que ma mère dit à mon père « Tu comprends, si tu ne vas pas déclarer cet enfant à la mairie auprès de l'officier d'état civil, il va devenir pupille de l'État. » Et quand j'interroge mon donneur, j'apprends que son propre père était pupille de l'État. Donc pour moi, c'est un clin d'œil de nos deux histoires familiales qui finalement se font du bien sans jamais s'être rencontrées. Je veux qu'on parle de cette scène qui est au début de votre histoire, qui m'a beaucoup frappé, qui est celle de votre naissance. Vous racontez que votre père met du temps à vous apprivoiser, hein, je reprends vos mots très exactement, et que votre mère est obligée de lui dire « Vas-y, parce que sinon cet enfant va devenir pupille de l'État ». Bon, sans doute suis-je moi aussi très nourri de psychanalyse, sans doute trop, mais il y a là quelque chose qui sans doute est le moteur de tout ça. C'est-à-dire que il y a un doute sur l'amour paternel, ou pas? Elle est dérangeante, cette scène. Alors, cette scène, pour moi, est un clin d'œil par rapport à l'histoire familiale que je retrouve dans la famille de Gérard. Non, mais c'est comme s'il y avait un secret de famille que vous connaissez au moment où vous naissez. C'est un truc dérangeant que vous connaissez au moment où vous naissez. Vous n'avez conscience de rien, mais c'est là. C'est probablement le cas pour n'importe quelle naissance, puisque ça m'a fait la même chose avec mes enfants, mais il y a un inconnu, un intrus qui jaillit dans notre vie, donc je peux comprendre ce retrait. C'est votre mère qui vous raconte tout ça? Oui, en fait, on a un carnet, chaque enfant a un carnet dans lequel ma mère a écrit des pensées, et qu'elle nous a remis quand on avait une quinzaine d'années. Moi, ce que je dirais, c'est que, pour avoir fait une psychanalyse, je peux vous livrer la réflexion. Le moteur de mon combat, ou de cette quête, on dira, c'est que, en réalité, le fait pour des parents de ne rien savoir du géniteur est quelque chose qui peut susciter des craintes et des questionnements. Par exemple... et se traduire par un manque d'amour? Pas du tout. C'est pas un manque d'amour, c'est des réflexions. Par exemple, moi je sais très bien que dans cette famille, de manière consciente ou inconsciente, j'ai été désigné comme étant le trouveur, c'est-à-dire celui qui sortira un petit peu cette famille de la torpeur. Je vous donne un exemple, qui est d'ailleurs cité dans le livre. Je devais avoir une dizaine d'années, je suis chez le pédiatre, et la question des antécédents familiaux est posée. Et ma mère répond de son côté, et répond aussi pour mon père stérile. Et à la sortie, je dis à ma mère, mais comment peux-tu parler des antécédents familiaux organiques de quelqu'un qui est stérile? Les antécédents familiaux de mon donneur, tu ne les connais pas. Et ma mère me répond, oh, j'avais oublié. Et en fait, il est là, le déclencheur, c'est que je pense que l'anonymat crée parfois un tel déni que ça peut devenir dangereux. Encouragé par l'appariement en plus, c'est-à-dire... Encouragé par l'appariement. Et donc... C'est plus pratiqué l'appariement aujourd'hui, dans le cadre des PMA, toujours. Si, l'appariement est toujours pratiqué. Donc on cherche toujours ce mensonge en fait, à crédibiliser ce mensonge. Oui, et d'ailleurs, autant on peut comprendre, même si ça correspond à une époque, qu'il y ait des caractéristiques physiques, mais on va jusqu'au groupe sanguin. Donc le groupe sanguin n'a aucun bénéfice médical, voire même peut mettre en danger la vie de la mère qui va porter l'enfant, puisque s'il n'y a pas de compatibilité du résus sanguin entre le fœtus et la mère, il peut y avoir le risque de rejet du bébé, et donc de mettre en danger la santé de la mère. Aujourd'hui, nous, par exemple, dans l'association que je dirige, on demande d'arrêter avec cet appariement qui va jusqu'au groupe sanguin. Et ça a été fait pour que, en cours de troisième, en cours de biologie, sur le groupe si on a les yeux bleus, la que vous n'appreniez pas que votre père n'est pas votre géniteur. Mais moi, j'ai envie de vous dire, et alors ? Un père, c'est celui qui est présent, c'est celui qui s'occupe de vous, qui pense à vous, qui vous aime, qui vous gronde et qui vous veut du bien.
Alors après, il y a votre mère qui donc est influencée par Françoise Dolto, comme toutes les femmes de sa génération. Elle devait écouter France Inter, l'écouter le matin à la radio et être donc pénétrée par ces idées assez modernes finalement. Votre mère est assez moderne et elle fait le choix de vous dire les choses, de pas le dire à tout le monde, ce qu'on peut comprendre aussi, mais de vous le dire. Vous la remerciez de ça ? Honnêtement, même si... Enfin, moi, j'ai pas d'idéologie sur le sujet. C'est-à-dire que le secret du mode de conception, je pense que s'il y a une recette, c'est de dire aux parents, attention, on ne dit pas de la même façon à un enfant qui a 4 ans, 8 ans, 12 ans ou 15 ans, la façon dont il a été conçu. Donc il faut beaucoup, à mon avis, il va falloir se pencher sur comment le dire à l'enfant. Mais elle l'a bien dit, votre mère, ou pas ? Je ne sais pas si de petite graine, de monsieur généreux, de... Je ne sais pas. Honnêtement, je suis pas sûr que mes parents aient été particulièrement précurseurs sur la façon de le dire. En revanche, de le dire si tôt, parce qu'il faut bien voir que ma mère nous en parlait quand on était dans son ventre. Je l'ai vu faire ça avec ma petite sœur. Oui. Alors c'était très gentil, très doux, et en même temps, est-ce qu'on n'est pas à 2 doigts de l'adultisme ? Est-ce qu'on fait pas porter des questions qui sont quand même terribles ? Mais elle, dans son idée, c'était sans doute pour que ça fasse partie de votre vie dès les premières minutes, que ça soit quelque chose de diffus, de là dès le début. Elle voulait surtout ne pas mentir à ses enfants. Elle voulait qu'il y ait de la confiance et qu'on puisse se sentir en sécurité sous son toit. Donc je le comprends. Après, ma femme, qui est conçue comme moi, elle l'a découvert à l'âge de 29 ans. C'est plus trauma. Eh ben, mais moi je l'envie. Mais elle m'envie et me dit que. C'est bien, vous êtes super honnête. On n'est jamais content de ce qu'on a. Je pense qu'on peut d'ores et déjà poser cette conclusion. Jusqu'à quel point votre père partage-t-il la démarche de votre mère ? Quand on lit votre bouquin, parce qu'il faut lire entre les lignes, et puis vous venez de me dire que vous avez fait une psychanalyse, donc les choses sont... C'est pas clair. C'est très difficile le rôle d'un homme dans une PMA. Déjà parce que c'est une violence, et qu'ensuite l'homme a quand même peur de perdre sa femme. C'est la PMA, en tout cas pour les couples hétéros, à la base, c'est une violence, parce que on leur retire quelque chose qu'ils pensaient avoir naturellement. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une grande violence. Après, je crois que mes parents ont été très rassurés par Georges David, qui est décédé récemment et à qui il faut rendre hommage, puisque c'est lui qui a créé les premiers sécos. C'est à lui que votre père écrit cette lettre assez touchante quand même, dans laquelle il dit « J'avais des objections, je n'en ai plus ». Parce que vous étiez là. Parce que Georges David était très rassurant. Il a mis en place une éthique remarquable. C'était un homme profondément bon. Enfin, je sais, c'est pas très à la mode de dire ce genre de truc, mais ça court pas les rues, les bonhommes comme lui. Et donc il a permis la naissance d'énormément de gens. Et puis encore une fois, les sécos utilisent toute l'éthique qu'il a mis en place et la pratique. Mais je pense que c'est... Alors justement, pour revenir à votre question précédente, le professeur Georges David, avant de décéder, était un peu désolé qu'il y ait autant de secrets dans les familles. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de tabous encore. Ce n'est pas lui qui l'avait décrété, le secret, mais en pratique, les médecins implantateurs, en vérité, prônaient le secret sans le dire. Oui, alors c'est vrai qu'avant les années 90, on disait aux familles de surtout oublier le don, de faire comme si cet enfant était le leur biologiquement. Vous pensez que si votre mère ne vous l'avait pas dit, vous l'auriez senti ? Ou alors peut-être penseriez-vous aujourd'hui que votre père est votre géniteur ? C'est une excellente question. Moi, ce que je crois, c'est que les secrets du mode de conception appartiennent à la même famille que les secrets de filiation. Et donc, autant il y a des secrets qui viennent préserver l'intimité parce que c'est un savoir qu'on a sur soi, autant il y a des secrets qui sont partagés avec d'autres sur quelqu'un d'autre. Et là, c'est un peu comme l'humidité dans une maison qui remonte dans les murs et puis un jour, ça tombe. Dans la famille de ma femme, le mur est tombé. Alors, il y a quand même un passage qui est extrêmement dérangeant. Moi, je suis très content que vous ayez retrouvé votre géniteur grâce à ce site internet américain, 23andMe. Mais l'existence de ce site internet, je la trouve très dérangeante. Il se constitue donc quelque part en Californie, aux États-Unis, une banque de données génétiques, en l'absence de tout contrôle, accessible à n'importe qui.
qui permettent à chacun d'apprendre des choses sans y être préparé et sans que les personnes soient préparées à ce que le secret soit révélé. Est-ce que vous-même, d'ailleurs vous le dites dans le bouquin, vous auriez aimé que ce soit légal, le fait de passer par cette voie illégale ne vous a pas plu, ce site est un truc monstrueux. Avec ce genre de site, le rapport à la vérité reproductive a complètement changé pour tout le monde. Oui, c'est comme ça qu'on vérifie. N'importe qui va découvrir qu'il est en fait pas la progéniture le fils de son père. De cet homme-là. Oui. Ouais. Donc ce site est extrêmement inquiétant. Alors, ce site, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que cette compagnie-là, il y en a plein. Oui, il y en a en Europe. Il y en a aussi en Belgique. Après, c'est quand même très bien marketé, parce que moi, ce qui m'a attiré dans un premier temps, c'est que je me suis dit, quitte à ne pas connaître mes origines, au moins je connaîtrais mes origines géographiques. Oui. Et comme j'étais persuadé d'avoir des origines libanaises, eh bien en fait, j'en ai pas du très tout. peu. Un peu si, italien, sur un autre site, en fait, j'en ai un peu, mais bon, bref. Parce que vous avez fait un deuxième set sur... En fait, le jour où j'ai retrouvé Gérard, et que j'ai vu que c'était un type très sympa, je me suis dit, il faut que j'aide les autres issus du don de Gérard à retrouver. Donc je me suis mis sur toutes les... En fait, voilà, je suis passé de celui qui était contre les tests ADN à celui qui a fait presque tous les tests ADN de toutes les compagnies. Donc après, la question, c'est surtout par rapport au traitement des données, et je sais que 23andMe a vendu des données génétiques à un laboratoire suisse. Je trouve assez hallucinant qu'on utilise des informations... Enfin, dans notre dos, quoi, c'est ça qui est le plus... dans notre dos, et puis qu'on touche à rien, alors que c'est quand même une part de nous-mêmes. Vous ne parlez pas de votre compagne, votre femme, vous envoyez donc les tests en même temps, on ne sait pas, elle, si elle arrive à retrouver... Vous avez de la chance, vous, de retrouver quelqu'un en vérité, parce que les autres n'y arrivent pas, c'est ça? En fait, le drame que je vis, c'est qu'au moment où je retrouve Gérard, ma femme n'a aucun match. Rien. Et à la fois, elle est ravie, parce qu'elle se dit, c'est super, on va pouvoir... c'est super pour Arthur, et en même temps, ça la renvoie au fait qu'elle a strictement rien. Alors que, franchement, sur ce sujet, s'il y en a une qui a dépensé énormément d'énergie, puisqu'elle a mené un recours devant les tribunaux français... elle est avocate, elle a fait ça en droit. Elle est devant la Cour européenne des droits de l'homme, et son recours consiste à juste poser la question à son donneur de savoir s'il accepte l'anonymat qu'on lui impose, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi. Son recours, c'est: est-ce que l'État français veut bien qu'on pose une question à un être humain? C'est ça, le fond du sujet. C'est comme ça que se résume son recours. Donc, mais pour elle, rien n'a avancé, ni à ce moment-là, ni depuis. Ah bah rien. Elle est toujours dans le noir. Elle est dans le noir le plus total. Vos sœurs, puisque vous avez fait le premier pas, alors elles, ça leur avait pas pris la tête du tout, elles avaient bâti leur vie là-dessus. Elles savaient surtout que je faisais tout le boulot. Oui, mais c'est pas le même donneur. C'est pas le même donneur, mais j'essaye de changer la loi, moi. Ouais. Moi, mon but, c'était pas du tout de retrouver pour moi-même. C'est de faire évoluer la loi. C'était de faire évoluer et qu'il y ait un vrai débat. Elles ont tenté quelque chose, vos sœurs, depuis, par curiosité, ou pas? Alors, dans ma famille, à part mon chien, tout le monde a fait le test. D'accord, même vos parents? Ah ben bien sûr. Mon père a fait le test, alors qu'il est stérile. Mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'il m'a dit, imagine un enfant qui a été abandonné, qui recherche ses origines. Eh ben, je serai la porte d'entrée dans cette famille pour qu'il puisse retrouver sa famille biologique. Vous leur avez fait faire un sacré chemin à vos parents, quand même. Ouais, c'est vrai, je les ai pas ménagés, mais ils sont solides. Hein. Ah ouais, parce que, bon... Voilà, ce sont des aristos, un peu bourges. Bon, votre mère est psychanalyste, quand même, ce qui semble indiquer une certaine ouverture d'esprit quand même, très catho, etc. Vous les avez amenés sur un chemin incroyable. Et ils vous ont accompagné jusqu'au bout. Vous écrivez la lettre avec eux à Gérard. Et d'ailleurs, oui, j'écris la lettre avec eux, et un jour, ma mère me dit, Arthur, parce qu'on parle un peu de droit aussi, elle me dit, mais le droit dit qu'il faut trouver un juste équilibre entre le donneur, les parents et l'enfant. Elle me dit... J'ai discuté un soir avec des amis psy. Vous imaginez l'ambiance autour de la table. Elle me dit, mais c'est vrai qu'on peut se demander finalement si c'est pourquoi rechercher un équilibre alors que le déséquilibre est énorme. Je lui dis, ah bon, mais comment ça? Elle me dit, mais le seul qui est touché dans sa chair, ad vitam aeternam, et qui va le transmettre à ses enfants, c'est l'enfant. Moi, j'ai été concerné dans ma chair pendant le temps de la gestation, pendant 9 mois, c'est vrai. Et donc, je savais qu'en me disant ça, elle me demandait un peu pardon de ne pas avoir compris au début, en me disant... Non, parce qu'elle revendiquait un droit à l'intimité, sauf qu'elle a compris que, en fait, l'intimité qui est vraiment charriée, c'est celle de ses enfants. Vous avez veillé dans ce livre, en tout cas ça se voit, à ce que vos parents s'en sortent la tête haute, n'est-ce pas? Je me trompe pas?
mes parents... ils sont extra, vos parents. Ils sont super. C'est ce que Franchement, je ils sont conclus de toute cette histoire, qui n'était pas gagnée au départ de l'histoire. Oui, mais vous savez, les psys pensent qu'on choisit ses parents avant de venir sur Terre. Et donc, je leur redis officiellement, si j'avais dû vraiment choisir, c'est vrai, je pense que je les aurais choisis une nouvelle fois. Lisez ce livre formidable qui va évidemment nourrir votre réflexion au moment où il est question d'étendre la PMA en France aux couples homosexuels. Ce genre de questions se posera. Lisez ce livre qui s'appelle Le Fils, qui paraît aux éditions de l'Iconoclaste et qui est écrit par Arthur Kermalvezen, qui était là avec moi. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.